Donc, je présente rapidement Colline. Elle est doctorante contractuelle en littérature comparée et elle est actuellement en première année de thèse à l'université de Lille. Elle est rattachée au laboratoire Alitila, si je prononce bien. Et donc, tu travailles sur les représentations fantasmées de Saint-Just. Donc, je crois que le colloque tombait à pic. Très bien. Donc, je te laisse, comme tout le monde, 25 minutes maximum. Et puis, on discutera après. Merci. Donc, j'aimerais aborder le destin littéraire d'une figure historique en particulier, celle de Louis-Antoine Saint-Just. Alors, personnage de la Révolution française, considéré comme le bras droit de Robespierre, il siège à la Convention nationale entre 1792 et 1794, alors que la toute jeune République est menacée et que des mesures exceptionnelles sont prises pour la préserver, notamment la mise en place de ce gouvernement révolutionnaire qu'on appellera plus tard la Terreur. Cette période a généré des interrogations, aussi bien que des fantasmes à travers les siècles. Et entre sans-culotte et guillotine, les personnages révolutionnaires eux-mêmes sont devenus des objets de fascination entre légendes noires et légendes dorées. La figure de Saint-Just n'échappe pas à ce double traitement. Député de l'Aisne, il se fait connaître par son discours en faveur de l'exécution du roi, participe à l'élaboration de la Constitution de l'an 2, siège au sommet du pouvoir avec le comité de salut public et il accomplit également des missions de représentant aux armées, alors en guerre avec l'étranger aux frontières. Fidèle à Robespierre jusqu'au bout, il est entraîné dans sa chute le 9 Thermidor et guillotiné le 10 à 26 ans, laissant derrière lui quelques citations mémorables comme Le bonheur est une idée neuve en Europe. Mais si le mythe de celui que Michelet appelle l'archange de la mort émerge au XIXe siècle, celle d'un homme à la fois beau, inhumain et terrible, c'est en référence à sa fonction de rapporteur lors de la dite lutte des factions qui déchire la Convention. Saint-Just est tour à tour chargé d'accuser les Girondins, les hébertistes, puis les dantonistes, et tous ces rapports sont systématiquement suivis de l'exécution des concernés. Pour les romanciers qui s'intéressent à cette phase terrible de l'histoire, au moment où les amitiés de la veille deviennent des luttes à mort sur fond d'idéal, Saint-Just est donc un personnage incontournable. Trois romans contemporains abordent ces tensions. A Place of Greater Safety d'Hilary Mantel, The Gods Are Thirsty de Tanis Lee, deux autrices britanniques, ainsi que L'Archange et le Procureur du français Christophe Bigot, tous parus entre 1992 et 2008. Ces romanciers choisissent leurs protagonistes dans l'entourage de Danton, humain, sympathique. Ceci contraste avec la figure de Saint-Just, véritable antagoniste politique et personnel, qui n'hésite pas dans ses fictions à manipuler Robespierre pour obtenir la tête de ses ennemis. Conforme au mythe de l'archange, parfois réactualisé, ces représentations de Saint-Just, comme le méchant de la petite et de la grande histoire, s'ancrent dans un manichéisme d'autant plus flagrant que les autres acteurs révolutionnaires, y compris les plus débattus comme Robespierre, sont eux humanisés. Personnage type, bouc émissaire, le cas de Saint-Just dans le roman permet d'interroger le rôle problématique de la fiction historique dans la vulgarisation de l'histoire. Alors j'aimerais d'abord revenir sur l'élaboration du mythe de l'archange qui connaît un succès à la fois transmédiatique et transséculaire. On attribue les descriptions de Saint-Just qui ont marqué l'imaginaire collectif à deux historiens du milieu XIXe siècle, Lamartine et Michelet. Tous les deux, avec le lyrisme parfois fantaisiste de l'historiographie romantique, construisent ce personnage autour d'un paradoxe, jeune, beau et androgyne, Saint-Just est aussi glacial, implacable et violent. Si Lamartine cherche à héroïser les figures révolutionnaires, y compris les robespierristes, Michelet, lui, s'en méfie. Républicain, il accuse Saint-Just de participer à la dictature. Témoin de répression populaire sanglante, il s'inquiète des capacités militaires du jeune conventionnel. Et anticlérical, il récuse la spiritualité de la Constitution de l'an 2. Malgré ces divergences, les descriptions de Saint-Just, que vous avez ici, publiées à 3 ans d'intervalle par ces deux historiens, présentent des effets intertextuels évidents que j'ai soulignés dans ces deux extraits. Les traits féminins et le calme apparent de Saint-Just n'atténuent pas sa froideur, son implacabilité ou son aura inquiétante. Cette féminisation est par ailleurs une pure invention romantique. Aucun contemporain de Saint-Just n'en fait mention. Elle semble purement stylistique, l'esthétique de contraste prend le pas sur la véracité historique. Si ces deux historiens établissent le mythe de Saint-Just pour les siècles à venir, on peut trouver sa genèse dans des morceaux romanesques qui sont publiés 15 à 20 ans avant les histoires de Lamartine et de Michelet. Si l'on regarde par exemple ces extraits de Blanche de Beaulieu d'Alexandre Dumas en 1826 ou du Stello de Vigny publié en 1832, on remarque que déjà dans la veine du roman historique, le personnage de Saint-Just est associé à une physionomie belle et douce,
au point de susciter une comparaison chrétienne, celle du saint, qui semble annoncer celle de l'archange, mais qui sert là aussi à faire ressortir son caractère violent par effet de contraste. Il est probable d'ailleurs que Lamartine et Michelet, qui connaissaient bien ces deux auteurs, se soient inspirés de ces premières descriptions pour écrire leurs propres histoires. C'est donc grâce à des fondations romanesques et historiographiques solides que le mythe de Saint-Just a traversé les siècles et s'est adapté à de nouveaux médias. Alors aujourd'hui, au cinéma, à la télévision ou encore dans les mangas, il demeure cette figure double, androgyne et sanguinaire. Mais les représentations du conventionnel passent aussi au filtre du temps et occultent de plus en plus fréquemment certains aspects du personnage historique. Saint-Just est ainsi de plus en plus passif, sa dimension militaire, par exemple, est presque totalement occultée. Son rôle politique est aussi extrêmement minimisé et il apparaît essentiellement comme l'homme de main de Robespierre. Cependant, au XIXe siècle, une autre interprétation se diffuse dans l'imaginaire collectif. Celui qu'on désigne comme le séide de Robespierre, son acolyte, son fidèle, serait en réalité à l'origine des décisions les plus atroces de la Terreur. Cette idée est par exemple véhiculée par l'historien Ralph Korngold, qui publie en anglais et en français dans les années 30, et écrit ainsi que Saint-Just, en plusieurs circonstances, loin de suivre aveuglément Robespierre, semble lui avoir forcé la main. Un épisode en particulier est révélateur de cette inversion du rapport de force entre les deux députés, celui de l'arrestation et de la condamnation des dantonistes. C'est également autour de ce moment historique en particulier que les romans de Mantel, Lee et Bigot gravitent en raison de son fort potentiel dramatique. Pour vous en donner les grandes lignes, au printemps 1794, Danton, voyant la situation intérieure du pays s'améliorer, plaide pour davantage de clémence et la libération des suspects. Pour diffuser ses idées, il utilise la plume du journaliste Camille Desmoulins, dont la nouvelle feuille Le Vieux Cordelier est d'abord relue par Robespierre qui la cautionne. Il faut dire que Camille et Robespierre sont amis depuis le collège. Robespierre a été son témoin de mariage, il est même le parrain de son fils. Peu à peu, cependant, les attaques de Desmoulins contre le comité de salut public exaspèrent Robespierre, les rapports se tendent, et décrétant finalement les indulgents dangereux, Robespierre accepte de faire arrêter ses anciens amis. Le procès est évidemment politique et les accusés pourront à peine se défendre avant d'être exécutés. On peut donc réagir à ce qui apparaît comme une trahison de Robespierre à l'égard de son ami d'enfance. Et pour la justifier, certains mémorialistes, historiens, auteurs, réalisateurs suggèrent que c'est Saint-Just, la cause de la rupture entre les deux anciens amis, et que sa rivalité avec Desmoulins l'a conduit à demander sa tête. Cette interprétation n'est pas prouvée, mais elle n'est pas non plus sans fondement, puisque l'inimitié entre les deux hommes est attestée par leurs écrits respectifs. Si Michelet et Lamartine n'en font pas grand cas, on la retrouve pourtant dès les mois qui suivent la mort de Saint-Just et le XXe siècle lui donne de l'ampleur, notamment au cinéma et à la télévision, où l'opposition entre les deux hommes est lourdement soulignée. Aucun de nos auteurs, en effet, ne remet en cause l'interprétation de Korngold. Au contraire, ils utilisent la fiction pour se saisir des vides de l'histoire et reconstruire tout un scénario romanesque autour de ce triangle de personnages que sont Robespierre, Saint-Just et Desmoulins. J'aimerais d'abord m'intéresser aux descriptions que nos trois auteurs, Mantel, Lee et Bigot, font de Saint-Just afin de montrer en quoi les éléments du mythe se déploient pleinement dans la fiction, dans le roman, et préparent cette fonction de méchant, d'antagoniste. Tout d'abord, on a pu observer dans les descriptions romantiques, elles-mêmes inspirées des mémoires contemporains, une idée de froideur, récurrente et même constitutive du personnage. L'historien Edgar Quinet évoque ainsi le tempérament de feu et de glace de Saint-Just, et si le motif du feu est parfois saisi par les romanciers pour représenter l'intensité du personnage, sa violence ou ses passions, exclusivement négatives bien sûr, hein, sa haine, sa colère, sa jalousie, c'est le motif de la glace qui domine, en particulier chez Tanis Lee. Saint-Just a un regard froid, sa voix est aussi fraîche, nous dit l'autrice, que du lait glacé. Ses cheveux sont d'un blond presque blanc et sa peau est pâle comme un masque de porcelaine. Bref, tout le champ sémantique y passe. Cette comparaison à la glace est toutefois révélatrice sous trois aspects de la déshumanisation appliquée au personnage de Saint-Just. Cette fraîcheur apparaît tout d'abord comme une caractéristique physique. Saint-Just, froid, très pâle, semble dépourvu de sang et de chaleur humaine. Il constitue une figure en marge de la société, incapable de se lier avec une communauté humaine dont il semble exclu. Ce motif de la glace évoque également les idées de pureté et de blancheur qui font écho au mythe de l'archange en évoquant un être éthéré, immaculé, d'une pureté parfaite. Saint-Just n'est plus seulement inhumain, mais surhumain, rattaché à un lexique chrétien qui joue aussi sur son nom.
Une troisième voie qui s'applique autant à la physionomie qu'à sa psychologie est celle de la dureté, de l'immobilité, de l'impassibilité. Les images de la statue ou du masque sont alors convoquées, révélatrices du caractère monolithique du sujet, qui apparaît dénué d'émotions, pardon, et donc impropre à constituer un protagoniste romanesque complexe. Cette distance, cette indifférence, ce lien avec la mort, sont d'ailleurs constitutifs, d'après Alsford, Gensch et Leinhardt, de la figure du méchant de fiction. Pour finir, il me semble que ce motif de la glace peut être vu comme une mise en abîme du mythe lui-même, peut-être volontaire. La figure de Saint-Just est gelée, réduite à quelques caractéristiques héritées d'un imaginaire romantique plus que de la vérité du personnage lui-même. Ce froid, ce vide, est peut-être aussi hérité de la quasi-absence d'informations sur la vie privée de Saint-Just, qu'il protégeait soigneusement et qui a ouvert la voie à toutes les interprétations depuis. Dans ces conditions, Saint-Just n'a pas l'envergure d'un protagoniste, Hilary Mantel, Tanis Lee ou Christophe Vigo en font une figure type, secondaire, facile à utiliser dans un cadre manichéen où le mauvais rôle semble pour lui tout indiquer. Dans les trois romans, les quatre figures politiques principales sont les mêmes: Robespierre, Saint-Just, Desmoulins et Danton. Tous ont fait l'objet de calomnies et d'hagiographie, mais si les deux premiers peinent encore aujourd'hui à sortir de leur légende noire, les deux derniers ont surtout été célébrés, notamment sous la Troisième République. Cette dichotomie se retrouve également dans la fiction romanesque. Dans A Place of Greatest Safety, The Gods Are Thirsty et L'Archange et le Procureur, c'est Camille Desmoulins qui fait office de protagoniste. En effet, il apparaît comme le personnage historique idéal sur lequel fondait l'intrigue. Il incarne, avec son épouse Lucile, un exemple emblématique des amours sous la Révolution. Il est époux, père, ami, intégré à la société. Il est présent dès les origines de la Révolution, lorsqu'il appelle le peuple à prendre les armes avant la prise de la Bastille et jusqu'au cœur de la terreur. Il est faillible, complexé par exemple par un bégaiement. Il plaide pour la clémence, connaît un destin tragique, et surtout, il est aussi une figure d'auteur, dans laquelle les romanciers peuvent se reconnaître. Cette envergure qui ouvre les aspects historiques, politiques, sociaux et sentimentaux de la Révolution n'aurait pas pu être assumée par un Saint-Just mythifié, réduit à un dangereux marginal. Celui-ci, rival historique de Camille Desmoulins, reçoit donc naturellement dans ses fictions le rôle d'antagoniste. Les trois auteurs mettent en valeur cette inimitié et la justifient en insérant des citations historiques dans la narration romanesque. Ainsi, ils rapportent tous les trois cette pique de Desmoulins, qui écrit que Saint-Just regarde sa tête comme la pierre angulaire de la République et qu'il la porte sur ses épaules avec respect comme un saint sacrement. Il mentionne souvent également la réponse, plus douteuse historiquement cette fois, de Saint-Just, qui promet en retour de lui faire porter la sienne comme Saint-Denis. Une fois cette justification historique posée, les auteurs développent, dans l'intrigue comme dans le style, cette opposition entre les deux personnages. Saint-Just et Desmoulins sont présentés comme des figures symétriques, miroirs opposés l'un à l'autre, comme dans cet extrait révélateur de l'Archange et le Procureur, qui joue sur les hyperboles. Les deux hommes sont d'une incompatibilité absolue, ils sont comme l'eau et le feu. De même, Stanislas souligne cette opposition par une métaphore symbolique, issue du point de vue interne de Desmoulins. Saint-Just et lui apparaissent comme les deux anges entourant Robespierre. D'un côté, l'ange immaculé, blond et impassible, de l'autre, l'ange déchu, sombre et agité. Bien entendu, il faut y lire un appel à se méfier des apparences. Ainsi destinés à se haïr, Saint-Just et Desmoulins vont, dans les romans, échanger des regards noirs et des insultes, envisager de s'assassiner l'un et l'autre, et vont même, chez Stanislas, jusqu'à se battre physiquement. La chercheuse britannique Marissa Linton interprète cette scène de combat comme une personnification des luttes politiques. Mais une autre interprétation transparaît, plus ou moins explicitement selon les auteurs, qui vient enrichir le mythe tout en l'éloignant encore davantage de la véracité historique, c'est celle d'un triangle amoureux. Cette interprétation de l'histoire, sous un filtre homoérotique, est clairement assumée par Christophe Bigot, qui évoque le caractère passionnel et triangulaire de la relation Robespierre-Saint-Just-Desmoulins. Les liens d'affection et de jalousie entre les trois hommes sont au cœur du roman, que Bigot dit fondé sur des éléments troublants et dispersés de l'histoire. On trouve également des indices similaires chez les autrices britanniques. Camille est ouvertement bisexuelle chez Mantel, tandis que l'indifférence de Saint-Just et Robespierre à l'égard des femmes est interrogée. Tanis Lee, si elle décrit la relation entre Robespierre et Saint-Just comme un mariage platonique, n'évoque pas moins l'expérience homosexuelle du second, une conséquence inévitable de sa féminisation dans la culture populaire. Car l'imaginaire collectif joue toujours un rôle essentiel dans la construction de ces représentations. On peut mentionner à travers les décennies et les frontières l'évolution de ce fil à partir des œuvres théâtrales de la polonaise Stanisława Przyłębska dans les années 30.
C'est elle qui met en place la première, semble-t-il, ce triangle amoureux. Sa pièce L'affaire Danton est adaptée en 1983 par Andrzej Wajda dans son film franco-polonais Danton, dans lequel Saint-Just offre des fleurs à Robespierre dans un symbole d'amitié, de dévotion, plus peut-être. Stanisly remobilise à son tour cette image des fleurs et mentionne plusieurs fois que Saint-Just ramène des roses à son mentor, accentuant l'image romantique par le choix des fleurs et la comparaison comme à une jeune mariée. Ce motif perdure encore en 2009 dans un docudrama de la BBC dont nous aurons à reparler et entretient cette ambiguïté encore aujourd'hui. Ainsi, dans les romans, les motifs politiques et stratégiques de l'élimination des dantonistes sont évincés au profit d'une interprétation purement passionnelle de l'histoire. Les auteurs la transforment en tragédie, où Saint-Just joue simultanément le rôle du conseiller cruel et de l'amant jaloux. Le mythe de l'archange s'étoffe donc d'une nouvelle interprétation, mais historiquement douteuse, et qui lui laisse toujours le mauvais rôle. C'est donc une animosité personnelle qui semble conduire Saint-Just à réclamer la tête de Desmoulins. Les deux romans britanniques, entre lesquels il existe une très forte intertextualité, donnent à lire des dialogues privés entre Saint-Just et Robespierre. Stanislas reprend par exemple une scène de Mantel où Robespierre se confie sur ses années d'école avec Camille et son attachement pour lui, tandis que Saint-Just, méprisant, l'incite à aller de l'avant et à laisser Desmoulins dans le passé. Le rapport de force est bien inversé, loin d'être dans l'ombre de son maître. Saint-Just impose sa volonté, utilise par exemple des impératifs, et discrédite Robespierre en mettant en cause sa lucidité. C'est donc par des manipulations destinées à rompre l'attachement de ces deux amis que Saint-Just s'illustre comme antagoniste. Sorte de Iago désiré de semer la discorde, il est perfide et recourt au harcèlement et au chantage émotionnel. Bigot emploie lui-même le terme de harcèlement en interview, et cette idée est remobilisée par Mantel à travers la métaphore du siège, dans un mot rapporté à Danton dans son roman. Saint-Just fait le siège de Robespierre tous les jours depuis une semaine. Par ailleurs, Saint-Just insinue vicieusement que Robespierre met en péril la République en refusant de condamner Camille. Il met en avant le devoir patriotique et les sacrifices exigés par la Révolution. Nous croyons fermement, dit-il dans A Place of Greater Safety, qu'il ne devrait pas échapper au sort qu'il mérite en raison de sentiments personnels que tu pourrais entretenir à son égard. Il l'accuse de faiblesse. Plus tard, il l'incrimine, cette fois en public. Il éprouve lui-même un attachement sentimental qui l'amène à faire passer ses inclinations personnelles avant le bien public, tendant ainsi un véritable piège duquel Robespierre ne peut s'extraire qu'en signant la condamnation. L'antipathie pour le personnage, déjà aiguisée, ne peut en outre être que renforcée par les mentions du plaisir qui anime Saint-Just à l'idée de venir à bout de son ennemi. Mantel mentionne son avidité et sa joie au moment où il voit ses plans fonctionner. Ainsi Saint-Just, figure fanatique, implacable et vengeresse, décidée à durcir la révolution sans fléchir et sans regarder en arrière, entraîne de force Robespierre dans la terreur et l'oblige, lui aussi, à se dépouiller de toute humanité. Cependant, ces pratiques fictionnelles peuvent s'avérer problématiques. Tout d'abord, si l'on prend un peu de recul sur le mythe robespierriste, on constate que le portrait péjoratif de Saint-Just s'est construit parallèlement à celui d'un Robespierre considéré comme le mal absolu. Au début du XIXe siècle, le portrait de Saint-Just est ainsi moins tranché. Il a pu être décrit comme subjugué ou perdu par ses mauvaises connaissances. Comme le remarque Marie-Christine Bacchès, ces caractéristiques dans les fictions dramatiques pourraient en faire un héros positif. Par exemple, il est capable d'amour pour des personnages féminins, tandis que c'est Robespierre qui connaît un portrait sans nuance et envisage même de se débarrasser de son ami. On retrouve ce type de Saint-Just humain, amoureux, jusqu'au XXe siècle, chez Drieux-La Rochelle par exemple, et jusqu'en 1986, chez Dominique Jamais dans Antoine et Maximilien ou La terreur sans la vertu, où il est victime d'un Robespierre psychopathe qui le poursuit de ses ardeurs. Il y a donc un effet d'inversion, en particulier outre-Manche. Robespierre diabolisé est peu à peu réhabilité, et c'est la figure de Saint-Just qui assume alors, presque seul, la responsabilité de la terreur et de ses dérives. Le cas de l'historien britannique Norman Hampson est révélateur. Il leur consacre à chacun une biographie, mais avec un jugement et une tonalité très différentes. Réhabilité, Robespierre est désormais décrit comme un être sentimental, déchiré par le dilemme entre ses principes et son amitié. Dans les romans britanniques, mais comme avant chez Pribizeska et Vajda, on le représente même désespéré, les larmes aux yeux, se rendre en prison pour offrir à Camille de le sauver. Plus Robespierre est ainsi humanisé, complexifié psychologiquement, plus il suscite l'empathie du lecteur ou du spectateur, qui peut s'y identifier,
plus le personnage de Saint-Just apparaît à l'inverse comme monolithique, implacable et cruel. La fiction diffuse cette nouvelle perception et contribue à la solidification du mythe, plutôt qu'elle ne le remette en question. Il faut dire que l'historiographie s'est déjà chargée de fictionnaliser et antagoniser le personnage de Saint-Just, et il apparaît ainsi tout prêt à l'emploi pour la fiction romanesque. Ce blâme du personnage passe par des choix narratifs qui peuvent s'avérer problématiques, comme celui de la scène apocryphe. Lamartine lui-même en usait. Il décrit par exemple un Saint-Just qui dort paisiblement pendant les massacres de septembre pour illustrer son inhumanité. De même, le cinéma qui précède notre corpus diabolise le personnage. Dans The Black Book d'Anthony Mann, Saint-Just, l'antagoniste principal, est ainsi montré donnant un coup de pied à un chaton, ce qui lui assure la haine immédiate de tous les spectateurs. Même un film qui revendique l'objectivité historique, comme celui réalisé pour le bicentenaire de la Révolution française par Robert Henrico et Richard Effron, déforme volontairement le personnage. Alors que les tensions commencent à émerger entre Robespierre et Saint-Just, entre Robespierre et Desmoulins, Saint-Just envoie ses hommes passer à tabac le journaliste, créant un quiproquo aux conséquences dramatiques. Le même film représente Saint-Just proposer la loi des suspects et la mise à l'ordre du jour de la terreur à la Convention. Comme le fait remarquer Jolene Bureau, il n'a demandé ni l'un ni l'autre, et la scène entière est anachronique. Saint-Just devient non seulement le meurtrier des dantonistes, mais aussi l'instigateur de toute la terreur, à laquelle il a participé historiquement bien sûr, mais pas à l'échelle représentée. La même mécanique est à l'œuvre dans le roman historique contemporain. Hilary Mantel écrit des scènes complètement fictives dont aucune archive ne porte trace, mais les revendique dans sa préface comme des hypothèses plausibles. Saint-Just, là aussi, est accablé. Alors que Robespierre hésite à frapper Danton, il manipule une de ses proches pour accuser Danton de viol. S'il n'est pas explicitement désigné comme le metteur en scène de cette scène, enfin le metteur en scène de cet épisode qui tombe un peu trop opportunément, de nombreux indices textuels le laissent deviner, y compris les suspicions de Robespierre lui-même. Il assume donc, là aussi, le rôle d'élément déclencheur volontaire de la crise, fourbe et sournois au point de monter une machination et user de chantage affectif. Il y a donc bien une déformation volontaire de l'histoire dans ces différents médias pour donner le rôle du méchant à Saint-Just à travers l'usage de scènes inventées de toutes pièces. Cette pratique pose problème puisqu'elle modifie, peut-être pourrait même, même voilà, pardon, peut-être pourrait-on même dire salit la mémoire du personnage historique, d'autant plus que cette interprétation est diffusée massivement comme étant plausible ou même véridique. La figure d'Hilary Mantel peut d'ailleurs incarner ce problème de frontière entre l'histoire et la fiction. Dans un docu-fiction britannique de la BBC datant de 2009, Terror, Robespierre and the French Revolution, elle est invitée aux côtés d'historiens universitaires comme Simon Schama ou Marissa Linton. Ce docudrama inclut des scènes jouées pour capter l'attention du public, et l'acteur qui incarne Saint-Just semble avoir été choisi à partir de la description de Mantel. Dans une de ses interventions, elle insiste lourdement sur sa jeunesse. Alors qu'à quand même 26 ans, elle le qualifie d'enfant, d'adolescent rebelle, d'écolier. Le documentaire prend ainsi le parti d'en donner l'image type du lycéen hémogothique de la fin des années 2000. Il s'agit probablement d'une manière d'actualiser la figure pour parler au jeune public, mais qui discrédite l'importance politique de Saint-Just, réduit à un adolescent boudeur et arrogant qu'on aurait dû faire taire. On constate également que le roman de Mantel semble avoir influencé l'écriture de plusieurs scènes, notamment lorsque le procès des dantonistes se profile. On voit donc Saint-Just réveiller Robespierre pour lui annoncer, le vieux cordelier à la main, que, je cite, Camille a fait quelque chose de très stupide. Tandis que Saint-Just lit le contenu du journal, Robespierre l'interrompt. Please tell me you're not enjoying this. Saint-Just, comme on le voit ici, ne répond pas et se contente d'une moue prononcée et révélatrice. Cette scène est encadrée par deux interventions d'Hilary Mantel, et les termes mêmes du dialogue joué reprennent un passage de son roman. À un certain point, et dans le même contexte, Robespierre pense he's enjoying himself. On peut dès lors s'interroger sur cette importance accordée à la fiction et à cette subjectivité romanesque dans ce documentaire, à visée didactique, destinée à un public non spécialiste, et donc aux conséquences qu'elles peuvent avoir en termes de mémoire et de représentation collective. Comme le roman historique, ce genre de docudrama mêle histoire et fiction, mais à la différence près qu'il s'affirme comme plus que plausible, comme véridique.
Le roman historique, surtout à succès, occupe ainsi une place majeure dans la diffusion à grande échelle de l'histoire et doit aussi assumer les choix qu'il opère entre humanisation et déshumanisation, complexité ou manichéisme, confort ou remise en question du mythe, au risque de se heurter à des enjeux éthiques et mémoriels. Car finalement, que reste-t-il de Saint-Just dans ses œuvres? Une caricature? Un stéréotype? La reprise d'un mythe figé depuis des siècles qui n'a finalement plus grand-chose à voir avec la personne originelle. Je vous remercie.